Kapka-Casabova, lisière, un voyage aux confins de l'Europe. Kapka-Casabova est née à Sofia en Bulgarie en 1973, où elle a grandi jusqu'à ce que sa famille quitte le pays après la chute du mur de Berlin. Ce livre raconte l'histoire humaine de la dernière frontière en Europe. Là où la Bulgarie, la Grèce et la Turquie convergent et divergent, les frontières étant ce qu'elles sont. C'est aussi là que débute ce que l'on pourrait appeler l'Europe et que s'achève ce qui n'est pas tout à fait l'Asie. Voici donc, grosso modo, où situer ce récit d'un point de vue géographique. Cela dit, avec une carte, où vous n'irez pas loin, vous aurez tôt fait de vous retrouver au fin fond de la forêt ancestrale qui foisonne d'ombre et vit hors du temps. C'est là que j'ai atterri, en tout cas. Du fait de sa seule présence, la frontière est une invitation. « Viens », murmure-t-elle, « franchis cette ligne. Chiche ?» Bizarrement, c'est le fait de vivre dans un pays sans frontières qui m'a poussé à entreprendre ce périple frontalier. J'habite en Écosse. C'est en assistant au nivellement éhonté des Highlands écossais que m'est venue l'envie d'en savoir plus sur mes périphéries balkaniques natales. Que se passait-il là-bas, 25 ans après mon départ? L'impulsion première derrière ce périple est très simple. Je voulais voir les endroits défendus de mon enfance, les villes et les villages frontaliers naguère sur surveillance militaire, les fleuves et les forêts situés en zone interdite pendant des générations. Je m'y suis rendu mue par la révolte, celle qui grondait en moi à l'idée que nous avions tous été enchaînés si longtemps à l'ombre du rideau de fer des chiens mal aimés. Mue aussi par ma curiosité qui m'incitait à rencontrer le peuple d'une terra incognita. Le village dans la vallée se trouvait tout au bout de la route. On y pénétrait au terme d'une longue descente à travers une forêt située dans la plus ancienne réserve naturelle des Balkans. Des biches et des cerfs pointaient leurs museaux, puis s'éclipsaient dans la lumière émeraude. Des pivers tapotaient des messages en morse. C'est depuis la discothèque que débuta le périple jusqu'au grand agliasme, mot grec désignant une source sacrée aux vertus thérapeutiques, lieu de culte pour les Thraces. Je me greffais au convoi qui cheminait péniblement le long du canyon vers un endroit qui n'existe sur aucune carte. Une clairière au cœur de la forêt, quadrillée de pistes de chasseurs et de chemins de transhumance. Le van finit par s'immobiliser. Dans la clairière, les gens se réunissaient. Des chaudrons de soupe à l'agneau mijotaient sur des feux de bois et les femmes du van entreprirent de remuer le bouillon. Ceux qui transportaient les icônes ne se livraient pas à une prière, mais à une ronde rituelle au pied des estrades, tout en petits pas de danse et mouvements de main. Impossible de ne pas déceler des relents de paganisme derrière l'épaisse fumée de l'encens orthodoxe. Au son d'une cornemuse et d'un tambour, ou tupane, je me joignis au petit cortège pour descendre au fleuve, où les femmes, sans qu'une goutte d'eau ne les touche, dévêtirent les icônes et les lavèrent avant de les rhabiller et de les placer sur les estrades. Des ondes orgiaques flottaient déjà dans l'air à midi. Ce rite des icônes semblait renfermer un sens plus profond, au-delà des aspects spirituels, festifs et culturels. Il y avait là autre chose, que l'on s'employait à rejouer. Je ressentais ce phénomène sans toutefois parvenir à le nommer. Il était en lien avec la frontière. Des Grecs de passage avaient apporté leurs propres icônes et au fleuve, un groupe de femmes se penchait au-dessus de l'eau. Cette région avait vu naître leurs ancêtres et leurs aïeux étaient enterrés au village dans la vallée. La terre natale était donc un site dédié à un type de tourisme assez particulier.
le tourisme généalogique. Les habitants de mon village dans la vallée m'accueillirent à leur table. La soupe servie dans des bols passa de main en main. C'était le kurban concocté à partir de l'agneau abattu au petit matin. Marina était ethnographe et après 30 ans à Burgas, elle avait regagné la Stranja et sa ville frontalière natale pour s'occuper de ses parents. Elle ne me demanda pas ce que je faisais ici. Elle savait déchiffrer les gens. Au-dessus de nous, la forêt de chênes ondoyait sans un bruit et le ciel se parait de ses atours estivaux. Il y avait des enfants et des octogénaires, des alcooliques et des ethnographes. Les nouveaux arrivants comme moi sortaient du lot. Nous avions l'air inhibés. Il y avait de la folie dans les traits des locaux, des visages qu'on ne voit pas en ville. Les hommes servaient de puissants breuvages distillés maison. Quelqu'un était posté devant chaque estrade pour veiller sur les icônes. La théophanie, dit Marina, la croyance selon laquelle les icônes sont des manifestations des divinités et donc des médiateurs entre les mortels et les divins. Je lui demandais pourquoi le grand agiasme était dit grand. Il m'avait l'air plutôt petit. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré, me répondit-elle, un sourire déridant son visage, avant de me conter l'histoire suivante. Dans l'Antiquité, un cerf divin apparaissait à chaque printemps, époque où renaissent les sources et dégageait celle-ci à l'aide de ses bois jusqu'à ce que l'eau s'écoule. Puis il se donnait en offrande pour être sacrifié en tant que kurban. Il réitérait l'opération tous les ans. Cela explique pourquoi on n'abat jamais un cerf dans la forêt, de peur que ce ne soit le spécimen sacré, celui au bois d'or, qui, depuis l'âge de bronze, s'élance vers le soleil de la saison nouvelle et a pour incarnation terrestre le feu. Pour ma part, j'avais plutôt l'impression que de nos jours, la forêt appartenait aux diverses mafias de chasseurs qui descendaient ce qui leur chantait. C'est ainsi que le grand agiasme s'est rouvert, conclut Marina. Et pour cette raison, c'est ici que de génération en génération, ces adorateurs entrent en communion avec le feu. Ouvrir, se dévêtir, se baigner, se rhabiller, déambuler en cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ces rites nous accompagnent depuis bien longtemps. Mais quel était le rapport avec le feu ? C'est évident, répliqua Marina. On célèbre aujourd'hui le festival du feu des saints Constantin et Helena. Ils ne sont ni plus ni moins qu'une variante du double culte de la déesse Terre et de son fils et amant, le dieu Soleil. Des représentations de la dualité dionyso-apollinienne au cœur du culte du feu. La rencontre du solaire et du chtonien. Une brève rencontre. Ils ne peuvent s'unir que de façon fugace. Les cerfs étaient chasseurs et chassés. Les mères et les fils étaient amants. C'est ainsi que fonctionnent les métaphores et l'esprit qui les génère, déclara Marina, découvrant en souriant des dents jaunies par la nicotine. Bien sûr, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de savoir à quel moment nous pourrions voir les fidèles fouler le feu. Le feu est un mystère nocturne, affirma Marina. Ça veut dire qu'on va devoir attendre toute la journée ? Marina s'était éclipsée, tel un esprit sylvestre. Selon la tradition, les centres du kurban servent ensuite de piste pour arpenter le feu. Puis le groupe arriva. Un homme muni d'un énorme tambour, le joueur de cornemuse Replay, à l'accordéon un gitan, ses traits égyptiens pétris de mélancolie, et au chant un jeune homme dont le visage évoquait un tournesol. La venue du groupe apporta une énergie nouvelle, comme si une porte s'ouvrait pour laisser un flot de lumière se déverser dans une pièce. Son corps tout entier rayonnait. La cornemuse s'approchait en descendant le sentier, poussant une unique note, le son du temps lui-même, archaïque,
insaisissable par la conscience. La rythmique primitive du tupan donna la cadence, puis l'accordéoniste reprit la triste mélodie et Tête de tournesol entama son chant. Une fièvre s'empara de l'assemblée, comme si la clairière se retrouvait en suspens, nous tous en son sein, chaque silhouette capturée, un verre à la main, étendue sur l'herbe, à se mirer dans le fleuve. Le feu et l'eau, reprit Marina. C'est une thérapie de groupe. Sans elle, les gens deviendraient fous. Le feu et l'eau, à la fois purificateur et destructeur. C'est pour ça que ceux qui s'aventurent dans le feu doivent entrer en communion avec quelque chose. Avec quoi? La souffrance, répondit Marina, avant de jeter son mégot de cigarette sur une racine. Nous connaissons tous la souffrance, mais c'est pour réchapper au feu et à l'eau et nous permettre à nous autres d'en faire autant. Depuis les prémices du culte du feu, qui remontent peut-être aussi loin que l'Antiquité, les pyrolâtres et leur communauté sont toujours venus au grand agiasme pour rechercher l'harmonie avec la saison nouvelle et son soleil feu, sa vie eau et sa maison forêt. Les premiers anasténarides nestinari passés à la postérité venaient de villages hellénophones et bulgarophones de la Stranja. Les récits oraux des grandes figures ayant bravé le feu reflètent la nature même du culte. Il s'agit de trouver un équilibre entre le monde des humains et celui des esprits. Mais il n'y avait plus de grands nestinari dans la Stranja. C'était un art moribond, ne cessait-on de me répéter. Le joueur de cornemuse rondouillard était le fils d'un des derniers fouleurs de feu dignes de ce nom. Les vagues de persécutions réitérées, en premier lieu par l'Église, puis par l'État soviétique, avaient fini par éradiquer la communion de la jante féminine avec le feu. L'État désignait des ersatz de nestinari certifiés conformes pour se produire devant les touristes dans les stations balnéaires kitsch de la Riviera Rouge, parfois accompagnés d'ours enchaînés. Pratiquer cet art pour de vrai était considéré comme un crime. Marina soupira. Ils ont enrayé la forêt. Pourtant, le culte du feu ne s'est pas éteint. 4000 ans qu'il perdure. Il y a toujours de l'espoir. La forêt se refermait sur nous avec ses agiasmes agités de bulles, ses volutes de musique, les visages inclinés, la sève qui montait en nous. J'avais l'impression d'être prise au piège dans un songe, rêve ou cauchemar, je n'aurais su le dire.